tous et bienvenue sur ma chaîne de podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Nous allons commencer ce podcast par la chronique lecture et faire le bilan de mes lectures du mois de février. Pour vider ma pile à lire, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je me suis lancée dans le challenge Petit mois, petite lecture. J'avais préparé une pile de 14 livres pour 28 jours. Et d'après vous, combien ai-je réussi à en lire ? Verdict, 12 livres lus. Enfin, plutôt 11 livres lus et un abandon sur le mois de février. Alors, commençons par ma première lecture. La Voix des limbes de Caroline Fontaine chez Hello Éditions. C'est un roman policier qui se situe à Otemanou sur Bora Bora et les personnages principaux sont Victoria Vitry, Capitaine Vetouer, j'espère que je prononce bien, entre autres. Le résumé. En lune de miel à Bora Bora, Victoria Vitry voit son séjour de rêve voler en éclats quand la muse d'un tableau qu'elle a récemment acquis commence à hanter ses nuits. Ses cauchemars prennent une tournure beaucoup plus sombre et inquiétante lorsque le cadavre de la jeune femme du portrait est retrouvé, mutilé, sur la plus belle plage de l'île. Victoria, guidée par des capacités surnaturelles dont elle ignorait jusque-là l'existence, se joint à l'équipe d'enquêteurs polynésiens pour résoudre un mystère où mensonges, suspects et révélations inattendues s'entrelacent dans une course contre la montre palpitante. La Voix des limbes de Caroline Fontaine est un roman policier captivant qui m'a offert un moment de lecture des plus agréables. L'autrice excelle dans l'art de décrire les paysages des îles et il est évident qu'elle a une profonde affection pour ces lieux qu'elle dépeint avec tant de soin. L'histoire débute avec l'achat d'un tableau à la galerie de l'hôtel, un véritable coup de cœur pour l'héroïne Victoria. À partir de ce moment, Caroline Fontaine nous entraîne dans une enquête palpitante, riche en rebondissements et en mystères. Victoria, le personnage principal, se retrouve plongée dans un univers troublant où le modèle du tableau s'anime dans ses rêves, l'appelant à l'aide. Cette dimension onirique ajoute une touche fantastique à l'intrigue que j'ai beaucoup appréciée. À travers les pages, nous découvrons Bora Bora, non seulement comme une destination de rêve, mais aussi comme une île vibrante de vie, peuplée d'habitants aux histoires complexes. Les relations entre les personnages, qu'elles soient d'amour ou de conflit, en font un véritable tableau de la vie insulaire, loin des clichés touristiques. En moins de 200 pages, Caroline Fontaine réussit à captiver son lecteur, à le tenir en haleine et à lui donner envie de tourner chaque page avec impatience. On se sent véritablement immergé comme dans un film policier où l'image et le son prennent vie à travers les mots. J'ai été totalement absorbée par le récit et j'avais hâte de découvrir les révélations qui s'annonçaient. Bravo à l'autrice pour cette œuvre qui allie mystère et beauté des paysages. Mon deuxième livre, c'était Nous les dieux de Bernard Werber, en livre de poche pour mon exemplaire en tout cas, qui est un livre dans le genre fantastique science-fiction, qui se déroule a priori sur, Éden, A-E-D-E-N, Éden. Les personnages principaux sont Michael Pinson, Edmond Wells, Raoul Rosarbach, entre autres, et quelques dieux grecs comme Chronos, Poséidon, Zeus. Quelque part, loin, très loin, résumé, se trouve une île que ses habitants appellent Éden, là, perchée sur un haut plateau, une ville, Olympie. Dans son cœur, une étrange institution, l'école des dieux, et ses professeurs, les 12 dieux de la mythologie grecque, chargés d'enseigner l'art de gérer les foules d'humains pour leur donner l'envie de survivre, de bâtir des cités, de faire la guerre, d'inventer des religions ou d'élever le niveau de leur conscience. La nouvelle promotion, 144 élèves dieux qui vont devoir s'affronter à travers leur peuple, leurs prophètes, chacun avec son style de divinité. Mais la vie sur Éden n'est pas le paradis. Un élève essaie de tuer ses congénères, un autre est tombé fou amoureux du plus séduisant des professeurs, Aphrodite, déesse de l'amour, rien que ça, et tous se demandent quelle est cette lumière là-haut sur la montagne qui semble les surveiller. Après les Thanatonautes et l'Empire des Anges, Bernard Werber nous entraîne encore plus loin dans la découverte des spiritualités et des mythologies.
à la fin de cette extraordinaire saga où se mêlent aventure, suspense et humour, vous vous poserez vous aussi la question « Et moi, si j'étais Dieu, je ferais quoi ?» Alors ça, c'est le résumé. En ce qui concerne mon avis, ça va être un petit peu plus court. Que dire de ce 3e tome ? En vrai, j'avais été captivée par le premier, Les Thanatonautes, qui mêle habilement mythologie, histoire et philosophie autour de la thématique de la mort. Le 2e tome, L'Empire des Anges, m'a un peu moins séduite à cette époque, mais j'étais impatiente de découvrir la suite, donc ce tome, Nous les dieux. Dans Nous les dieux, nous retrouvons les mêmes personnages, toujours en quête des secrets de l'univers. Malheureusement, malgré mon enthousiasme initial, j'ai dû m'arrêter à la page 273 sur 468. Un peu plus de la moitié ou presque la moitié. J'ai eu du mal à poursuivre ma lecture car je ne trouvais pas l'intensité et l'intérêt que j'avais ressenti dans le premier tome. Et c'est avec un certain regret que j'ai abandonné cette histoire, car je m'attendais à une exploration aussi fascinante que celle des Thanatonautes. Mais non. Cela dit, je reconnais que chaque lecteur a des goûts différents. Si les thèmes abordés dans ce livre, notamment avec le résumé, vous intriguent, je vous encourage à le lire. Peut-être qu'il saura vous captiver là où il ne m'a pas touché. Et c'est mon premier abandon de l'année 2025. Bref, passons à la suite. Le 3e livre que j'ai lu sur le mois de février, c'est le tome 5 de l'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. C'est donc, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, un roman de fantasy qui se situe au royaume des 6 duchés, ou là pour cet épisode-là, au Royaume des Montagnes. Les personnages principaux sont Fitz Chevalerie, le Fou, Astéry, Caudron, Umbré, Ketriken, entre autres. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé du tome 5, puisque du coup c'est le tome 5. Je vous ai déjà parlé du tome 1 à de très nombreuses reprises, notamment dans un épisode coup de cœur que j'avais fait sur les 3 premiers tomes de ce roman, que j'avais, vous vous doutez, vu que c'était un coup de cœur, adoré. Donc là, je vais pas vous refaire un résumé, vous savez, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va apprendre à devenir assassin royal dans sa famille d'origine. Et c'est un enfant considéré comme bâtard, le fils de chevalerie, mais pas avec sa femme. Donc du coup, voilà, en gros, voilà, je vais pas vous refaire le topo. Mais je vais quand même vous donner mon avis sur ce tome 5, parce que j'arrive bientôt à la fin de... Alors, dans la version anglo-saxonne, comme je vous l'ai déjà dit, ce que pour moi, enfin pour nous, était le tome 1, 2, 3, ça représente le tome 1. Le tome 4, 5, 6, les tomes 4, 5, 6 représentent le tome 2 pour la version anglo-saxonne. Donc là, j'arrive à la fin du tome 2 de la version anglo-saxonne. Donc je ne vais pas, comme je vous l'ai dit, spoiler le tome 5, bien entendu, mais je tiens à partager mon enthousiasme pour cette série que j'affectionne tant. Comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises, vous le savez déjà. Dans l'Assassin Royal, donc, nous suivons, comme je vous l'ai dit, Fitz Chevalerie depuis ses 6 ans, et on le voit évoluer, grandir, être tiraillé entre ses aspirations personnelles et son devoir envers le roi, qui est son grand-père. Et là, l'histoire de Fitz continue, les intrigues à la cour se multiplient, l'intensité de l'histoire ne fait que croître au fur et à mesure des différents tomes. Et j'ai été à nouveau captivée par ce tome 5, qui m'a offert une fois de plus un grand plaisir de lecture. Les personnages sont riches, nuancés, l'univers de la fantaisie épique est magnifiquement mis en scène. Et si vous êtes amateur de récits où les émotions, les enjeux politiques s'entremêlent, cette série est définitivement faite pour vous. Le 4e livre que j'ai lu sur ce mois de février pour mon challenge Petit mois petite lecture, c'est La Bête de Wakefield de Tessa Bier, que j'ai interviewé. Ne l'oubliez pas. C'est un policier historique qui se situe, comme son nom l'indique, à Wakefield. Il y a de nombreux personnages principaux, mais les plus importants sont Peter Dawson et Rachel Wackley. J'espère que je prononce bien. En résumé, le 11 mai 1905, Lady Lucrece Jenkinson disparaît. À Wakefield, dans le nord de l'Angleterre, les villageois sont formels. C'est la bête qui l'a enlevée. Peter Dawson, policier à la carrière
peu florissante, se voit confier l'enquête. Il s'allie à Rachel, Oakley, la femme de chambre de la disparue. Cette jeune Irlandaise est prête à tout pour retrouver sa maîtresse, quitte à aller à l'encontre de la misogynie ancrée dans les mœurs du début du siècle. Dans ce charmant paysage anglais, l'ombre de la bête pèse sur ses habitants. Qu'est-il arrivé à Lady Lucrèce ? La bête de Wakefield existe-t-elle réellement ? À travers ce roman policier qui dépeint la société anglaise du XXe siècle, évoluent des personnages féminins forts et téméraires. Elles n'hésitent pas à se soutenir et à se battre pour leurs convictions, et ce, malgré le monde machiste auquel elles sont confrontées. La bête de Wakefield est un roman destiné aux adeptes des histoires influencées par Downton Abbey et Agatha Christie. Voilà pour le résumé. Pour mon avis. Dans une petite ville du Yorkshire, la bête de Wakefield nous plonge dans l'enquête intrigante entourant la mort de Lady Lucrèce Jenkinson. Un policier de Leeds, Peter Dawson, se retrouve face à l'inspecteur Pierce, plutôt négligent, ce qui le pousse à s'associer avec Rachel Oakley, la femme de chambre de la victime. L'un des points forts de ce roman réside dans la richesse des personnages, chacun doté d'une voix unique qui capte notre attention tout au long de l'histoire. Les personnages féminins en particulier sont remarquablement bien représentés. Tessa Bier réussit à donner vie à une galerie de femmes aux personnalités distinctes, chacune naviguant à travers les normes et les attentes de leur époque. De la vieille tante riche à la noble dame bien née, en passant par les employés de maison dévoués et les jeunes femmes aspirant à la liberté, chaque personnage apporte une perspective précieuse sur la condition féminine. Au-delà du mystère entourant le meurtre, l'autrice explore les travers d'une société rigide et bien pensante. À mesure que l'intrigue se développe, les tensions s'intensifient, révélant les luttes et les sacrifices des femmes face à des conventions oppressives. Pour les amateurs de policiers historiques, d'atmosphère anglaise d'époque, ce livre est une belle histoire qui allie intrigue captivante et réflexion sociale. Je recommande La Bête de Wakefield à quiconque souhaite s'immerger dans un récit à la fois divertissant et poignant. Passons maintenant à ma 5e lecture, Meurtre à l'anglaise de Cyril R. aux éditions Rivage Noir. C'est un roman du genre policier qui se situe dans un manoir isolé en Angleterre avec de très nombreux personnages principaux, dont notamment le professeur Bottwing, Briggs le majordome, Lord Warbeck, Sir Julius Warbeck, Mrs. Carstairs, Lady Camilla Prengerton, Robert Warbeck et Suzanne. En résumé, nous sommes à la veille de Noël. C'est l'occasion pour le vieux Lord Warbeck de réunir son fils Robert, son cousin Sir Julius, le chancelier de l'échiquier et quelques amis, dont le professeur Bottwing, qui effectue des recherches historiques au château. Lorsque sonne le premier coup de minuit, dans la salle à manger, où la température est aussi glaciale que l'ambiance, on porte les traditionnels toasts de Noël. Mais à peine Robert Warbeck a-t-il vidé sa coupe de champagne qu'il s'écroule, non pas ivre-mort, mais mort tout court, et certainement empoisonné. Dans le château isolé par une tempête de neige, chacun commence à soupçonner son voisin. Alors, mon avis. Dans Meurtre à l'anglaise, Cyril Hare nous plonge avec brio dans l'univers captivant du cosy mystery anglais. L'intrigue se déroule dans un vieux manoir où l'atmosphère glaciale est accentuée par une tempête de neige suivie d'inondations qui isolent les personnages du monde extérieur. Le roman met en scène 8 protagonistes, chacun doté d'une personnalité bien définie, ce qui enrichit la complexité de l'intrigue. Dès les premières pages, on est immergé dans cette ambiance étrange, où le thé, les petits gâteaux et le crépitement du feu de cheminée créent un contraste saisissant avec les tensions sous-jacentes entre les personnages. Bien que Noël semble presque parfait, les relations entre les invités révèlent des inimitiés et des secrets, ajoutant une couche de mystère à l'histoire. En tant que lecteur, on se retrouve à suivre chaque indice avec attention, cherchant à déchiffrer qui a commis le meurtre, comment et pourquoi. Si vous appréciez ce type d'atmosphère, ce livre est fait pour vous. Plongez dans ce récit et laissez-vous emporter par les rebondissements de l'intrigue. Le 6e livre, c'est Petits crimes et gros diamants de T.E. Kinsey aux éditions Poche City. C'est encore un cosy mystery. Il y a eu beaucoup de cosy mystery, c'est
C'est pas mal, c'est bien, j'étais contente. Ça se passe en Angleterre, les personnages principaux sont Barty Dunn, Ivor Skins Maloney, Ellie Maloney et quelques autres. En résumé, dans le Londres des années folles, pour oublier la guerre, on s'étourdit dans les nightclubs entre Charleston et cocktails. Ivor et Bart, membres d'un groupe de jazz à la mode, profitent de leur succès avec insouciance en faisant danser les fêtards jusqu'au bout de la nuit. Une légèreté qui est de courte durée. Leur amie, l'excentrique Lady Hardcastle, leur demande d'espionner un homme soupçonné de vouloir dérober une fortune en diamants lors d'un concours de danse dans le club où ils se produisent. Pour ces détectives amateurs, c'est une affaire facile et sans danger. Ou presque. Quand la saxophoniste de leur groupe tombe raide morte en plein concert, les choses prennent une autre tournure. Ivor et Bart vont devoir faire preuve de tout leur talent d'improvisation pour démasquer le meurtrier avant qu'il récidive et les fasse sortir de scène les pieds devant. Ça, c'était le résumé. Pour mon avis, pour plonger dans l'univers captivant de Petits Crimes et Gros Diamants, j'ai choisi d'accompagner ma lecture de morceaux de jazz et de ragtime des années 20. Cette immersion musicale m'a permis de découvrir de magnifiques mélodies et de me sentir véritablement transportée dans l'effervescence des années folles en Angleterre. Les personnages du roman sont à la fois savoureux et courageux, chacun apportant sa touche unique à l'intrigue. L'histoire est habilement construite, avec des rebondissements qui maintiennent le suspense tout au long de la lecture. Bien que j'ai parfois eu du mal à distinguer Dunn de Skins, cela n'a rien entaché mon plaisir. Ce qui m'a particulièrement séduite, c'est l'originalité des enquêteurs amateurs. Une bande de musiciens. Cela apporte une dynamique rafraîchissante au genre du cozy mystery, que je n'avais vu nulle part ailleurs. Les énigmes sont bien ficelées, les personnages, tous plus suspects les uns que les autres, ajoutent une couche de mystère. L'absence de violence graphique couplée à des psychologies finement travaillées nous permet de mener l'enquête aux côtés des protagonistes, ce que j'ai apprécié énormément. En somme, si vous êtes amateur de cozy mystery, je vous recommande vivement de vous plonger dans cette lecture, vous ne serez pas déçus. Le 7e livre de ce mois de février portait sur les enquêtes de Renoir et Monet, Nature morte, de Léonie Vuibert, chez J'ai lu. C'est un policier historique, cozy mystery, qui se situe dans le château de Paty dans la Sarthe, avec pour personnages principaux Claude Monet et Pierre-Auguste Renoir. Oui, vous avez bien entendu, Claude Monet et Pierre-Auguste Renoir, c'est-à-dire les peintres. Tout à fait. C'est très original. En résumé, 1862. Le propriétaire désargenté d'un château sartois invite quelques amis et personnes d'importance à passer les fêtes de Noël dans sa grande propriété. Pour divertir ses convives et leur offrir un cadeau à bas prix, il demande à l'un de ses amis, directeur de l'école des beaux-arts de Paris, de lui envoyer des étudiants pour tirer le portrait de ses hôtes. L'homme lui déniche 2 jeunes peintres volontaires et sans le sou, un certain Claude Monet et son copain Pierre-Auguste Renoir. Mais à la veille de Noël, un meurtre est commis. Les 2 amis qui ont observé les convives de près et ont assisté à leur conversation se mettent alors en tête de démasquer l'assassin. Non pas qu'ils aient une âme de détective, mais au milieu de cette faune bourgeoise solidaire, ils sont les moutons noirs et on ne tarde pas à les soupçonner. Renoir et Monet n'ont pas le choix. En attendant l'arrivée de la police et du procureur qu'on est parti quérir malgré la tempête de neige qui fait rage, ils vont devoir résoudre l'affaire pour se disculper. Alors pour mon avis, dans ce roman, Léonie Vuibert, l'autrice, nous plonge dans un cozy mystery captivant, bien que j'ai initialement eu du mal à distinguer les 2 célèbres peintres. Cependant, une fois que j'ai compris qui était qui, j'ai vraiment commencé à apprécier l'intrigue. L'histoire se déroule pendant la période de Noël et l'autrice réussit à créer une atmosphère intrigante où les meurtres qui surviennent suscitent un véritable désir de découvrir la vérité. L'autrice manie habilement les conventions sociales de l'époque et l'intrigue se complique lorsque les criminels tentent de dissimuler leurs actes en faisant porter le chapeau à de jeunes étudiants des beaux-arts. Ce qui devait être un cadeau de Noël enchanteur avec des portraits des invités peints sur des toiles se transforme rapidement en un huis clos cauchemardesque où la méfiance règne. Les tensions entre les différentes classes sociales ajoutent une profondeur supplémentaire à l'histoire, rendant chaque personnage suspect. L'intrigue est à la fois complexe et bien construite et j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre les 2 artistes dans leur quête de vérité.
Le maître des maisons, avec ses nombreux secrets, devient le pivot de cette société pervertie par les privilèges de classe et les droits du sang. Bien que l'idée de voir Renoir et Monet en apprenti détective soit très originale, cela a ajouté une touche unique à ma lecture. En fin de compte, le plaisir de découvrir ce cosy mystery l'emporte largement, et je recommande vivement ce roman à ceux qui aiment les intrigues bien ficelées et les portraits sociaux. Le 8e livre de cette chronique va se porter sur le livre 1, Les Chroniques de Sainte-Marie, un monde à l'autre, chez Pocket Science-Fiction. C'est donc, comme son nom l'indique, un roman de science-fiction qui se déroule, comme le titre l'indique, à l'Institut Sainte-Marie. Les personnages principaux, enfin la personnage principale, c'est Madeleine Maxwell. En résumé, à l'Institut Sainte-Marie, les historiens n'étudient pas seulement le passé, ils le visitent. Quand la jeune historienne Madeleine Maxwell, alias Max, pousse les portes de Sainte-Marie, elle découvre que les chercheurs se déplacent dans le temps pour trouver des réponses aux plus grandes énigmes, en évitant bien sûr de mourir au cours de la route. Car la première leçon que l'on apprend, c'est qu'au moindre faux pas, l'histoire se retourne contre vous. Et les nouveaux collègues de Max sont passés experts en catastrophes involontaires et autres mésaventures chaotiques aux confins du temps. Du grand incendie de Londres aux tranchées de la Première Guerre mondiale, du Crétacé à la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, suivez Max dans ses aventures historico-rocambolesques. Alors, mon avis. J'ai trouvé ce tome 1 absolument captivant. C'est une lecture tellement addictive que j'ai eu du mal à poser le livre, ce qui a entraîné quelques nuits courtes. L'histoire suit Max, une jeune diplômée en histoire et en archéologie, qui se lance dans des aventures palpitantes. On pourrait dire que c'est un mélange parfait entre Indiana Jones et Sidney Fox l'aventurière, pour ceux qui connaissent le film et la série télé. L'intrigue est riche en découvertes historiques majeures et en course-poursuite haletante avec des antagonistes redoutables. Max, notre héroïne, est constamment mise à l'épreuve et chaque mission se transforme en une aventure pleine de rebondissements. Si vous aimez les récits où le suspense est omniprésent et où le personnage principal ne connaît aucun répit, alors ce livre est fait pour vous. Cependant, j'ai une petite critique à formuler. Étant donné que l'histoire tourne autour du voyage dans le temps, l'autrice joue avec la temporalité. Ce qui est très bien. Mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu plus précise sur le déroulement de la vie de Max à l'Institut. Car pendant un certain temps, j'ai eu l'impression que l'intrigue se déroulait sur quelques mois, voire une année tout au plus. Alors qu'à un moment, dans ma lecture, quelle ne fut ma surprise de découvrir que 5 années s'étaient écoulées depuis son admission à l'Institut, c'est-à-dire depuis le début du livre. Certaines choses, certains éléments du récit me semblaient un peu trop rapides à mon goût ou pas assez développés et je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette impression d'avoir raté un épisode. Mais quand j'ai réalisé que nous avions déjà passé 5 années avec elle, alors tout me semblait effectivement bien plus naturel. Mais bon, voilà, j'aurais aimé le savoir avant, peut-être par un sous-titre au chapitre ou une note en bas de page, que sais-je. Bref, vous avez compris. Mon 9e livre était le tome 1 de Demigods Academy de Elisa S. Amor et Kiera Légende chez Hachette Roman. C'est un roman de fantasy avec de la mythologie grecque. J'ai pas trop su comment le situer parce qu'en fait on commence dans une ville et on atterrit à la Demigods Academy. Donc bref, le cadre, c'est la Demigods Academy, pas loin de villes comme Pécunia ou la Nouvelle-Athènes ou Cala. Les personnages principaux sont Mélanie, Luciane, Reine, Georgina, Jasmine, entre autres. En résumé, le jour de leurs 18 ans, les jeunes du monde entier reçoivent un cadeau pas comme les autres. Une boîte magique envoyée par les dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur car les appelés disparaissent aussitôt de la circulation. D'après la rumeur, ils sont invités à rejoindre l'armée des dieux. Des foutaises si vous voulez mon avis. Moi, je suis Mélanie Richemont. Toute ma vie, j'ai été une paria, une orpheline ballottée comme un navire dans la tempête. Alors d'ici à croire que les dieux existent, de toute façon, je n'ai même pas reçu de boîte mystère. Peut-être parce que personne ne connaît ma véritable date de naissance ou que je suis une rebelle aux cheveux bleus
et aux bras couverts de tatouages. Je sais pas si le résumé a été clair, mais bon, c'est ce qu'il y a sur la 4e de couve. Mon avis. Je dois dire que j'ai eu des sentiments mitigés au sujet de ce livre. L'héroïne Mélanie m'a vraiment plu. Elle possède un potentiel incroyable et une personnalité badass comme je les aime. Ses failles et les mystères entourant ses origines ajoutent une profondeur intéressante à son personnage, ce qui m'a vraiment tenue en haleine. Cependant, je dois admettre que le côté adolescent et épreuve académique m'ont moins touchée. J'ai trouvé que ces éléments entre guillemets scolaires, je mets ça donc entre guillemets parce qu'on est quand même dans une école, donc il y a forcément des apprentissages et des examens. Donc, ces éléments scolaires entre guillemets devenaient rapidement lassants pour moi. Cela dit, le livre se lit très vite grâce à son format court, ce qui est un point positif. Je suis encore indécise quant à la lecture de la suite. Le fond de l'histoire est plaisant, intriguant, et j'espère que les prochains tomes exploiteront mieux ce potentiel. Mon fils, quant à lui, a adoré ce premier tome et est impatient de découvrir la suite, ce qui me pousse à envisager de continuer la série, rien que pour voir si elle répondra à nos attentes respectives. Enfin, j'ai entendu dire qu'il pourrait y avoir quelques semaines de smut dans les prochains tomes, ce qui me fait réfléchir à la tranche d'âge des lecteurs. Il sera donc important de garder cela à l'esprit si vous souhaitez lire cette série. Le 10e livre que j'ai lu, c'est Une saison pour les ombres de R.J. Ellory, dans le format Le Livre de Poche. C'est un policier thriller qui se situe dans le nord-est du Canada et dont les personnages principaux sont Jack Devereaux, enfin, le personnage principal est Jack Devereaux notamment, et son frère. En résumé, 1972, nord-est du Canada. Dans cette région glaciale où l'hiver dure 8 mois, la communauté de Jasperville survit grâce aux mines de fer. Au-delà du village, il n'y a rien qu'une nature hostile. Quand le corps d'une adolescente est découvert aux abords de la forêt, la gravité des blessures laisse supposer qu'elle a été victime d'une bête sauvage. Ce sera en tout cas la version officielle. Mais quelque temps après, le corps d'une autre jeune fille est retrouvé. Des années plus tard, de retour à Jasperville, où il a passé son enfance, Jack Devereaux se rend compte que les habitants acceptent les mensonges du passé par peur d'affronter une vérité bien trop dérangeante. Alors, mon avis. Dans Une saison pour les ombres de R.J. Ellory, l'intrigue va bien au-delà de l'enquête sur la mort tragique de plusieurs adolescentes. Au cœur de ce roman captivant se trouve Jack Devereaux. Un personnage complexe dont le retour dans sa ville natale après des années d'absence est chargé de souvenirs douloureux et de secrets enfouis. Ellory nous plonge dans une époque marquée par la souffrance familiale où les dommages collatéraux des tragédies passées pèsent lourdement sur les épaules des habitants. À travers le récit, nous découvrons non seulement les drames personnels qui se déroulent, mais aussi l'enfermement d'une communauté qui refuse d'accepter que le véritable monstre ne se cache pas dans les bois, mais bien au sein de l'humanité elle-même. L'auteur nous rappelle que l'homme peut parfois se révéler plus cruel qu'une meute de loups ou qu'une créature fantastique. La quête de Jack pour comprendre les événements tragiques qui ont marqué sa jeunesse est une exploration poignante de la vérité et de la rédemption. C'est l'histoire d'un anti-héros qui, après avoir fui son passé, se retrouve confronté à ses démons pour enfin reconstruire son avenir. Si vous êtes amateur d'histoire dramatique et de psychologie finement ciselée, Une saison pour les ombres est un livre qui saura vous captiver et vous émouvoir, j'en suis sûre. Le 11e livre, on arrive bientôt à la fin, tenez bon, était un recueil de nouvelles de Sherlock Holmes, écrit par Sir Arthur Conan Doyle, dans la collection Littéra. C'est donc, comme je vous le disais, un genre de nouvelles, de romans policiers, qui se situe en Angleterre et dont les personnages principaux sont Sherlock Holmes et Dr Watson. Dans la version que j'ai, les 3 nouvelles qui ont été utilisées sont Silver Blaze, la boîte en carton et le visage jaune.
Je vais pas vous faire un résumé de chaque nouvelle, mais en gros, entre la disparition d'un étalon, le meurtre de son entraîneur ou la réception d'un colis contenant des parties de corps humain, ou une femme mariée qui quitte le lit conjugal en pleine nuit, vous aurez de quoi passer de bons moments avec les enquêtes que mèneront Sherlock Holmes et le docteur Watson pour découvrir ce qui se cache derrière ces mystères. Pour mon avis, disons que j'ai mieux apprécié cette traduction de Pierre Bondil qui donnait un style moins ampoulé et moins difficile à lire que ma lecture de l'année dernière, si vous vous souvenez bien, du recueil Son dernier coup d'archet. C'était dans l'épisode de juillet, si je me souviens bien. J'y ai retrouvé le Sherlock Holmes dont j'adorais lire les histoires quand j'étais petite, et cette édition Littéra nous avait été offerte dans la Cube de septembre 2024, que j'ai trouvée très quali, notamment la douceur du papier qui a permis de rendre ma lecture délicieuse. Passons maintenant à mon 12e et dernier livre de ce challenge de Petit Mois, Petite Lecture, qui était Le fruit de ma chair de Fleur Meuron, un livre auto-édité. C'est un thriller psychologique qui se déroule à Amiens, dont les personnages principaux sont Vanessa, Antoine, Estelle, entre autres. En résumé, ce qu'une mère chérit le plus au monde, sa propre sœur est sur le point de lui enlever. Après 4 parcours de FIV, Vanessa est sur le point de devenir mère pour la première fois. Elle n'a qu'une hâte, rencontrer sa fille. Mais à quelques jours de l'accouchement, son bonheur se transforme en cauchemar. Sa sœur Estelle, qu'elle n'a pas vue depuis 8 ans, menace de lui arracher son enfant. Alors que d'horribles cauchemars hantent ses nuits, la peur s'empare peu à peu de Vanessa, confrontée au manque de soutien de son entourage. Pourquoi son aînée nourrit-elle de telles intentions ? Pourquoi ressurgit-elle seulement maintenant ? Plongée dans un tourbillon de terreur et de doute, Vanessa devra affronter son passé et la vérité pour protéger son bébé, quoi qu'il en coûte. Alors, mon avis. Ce roman a été écrit par une de mes camarades de promo Licard, l'Institut des carrières littéraires, la fameuse promo Polaris, dont je vous ai de nombreuses fois parlé dans ce podcast. Et j'ai découvert la plume de ma camarade avec plaisir. Ce roman est un thriller captivant qui se distingue par la maîtrise de son intrigue. L'autrice aborde des thèmes audacieux, notamment la maternité, ce qui pourrait susciter des réactions variées chez les lecteurs. Elle réussit à créer un malaise croissant tout au long du récit, plongeant le lecteur dans une descente aux enfers saisissante. Le personnage de Vanessa est particulièrement attachant et les événements troublants qui lui arrivent éveillent une curiosité irrésistible. On se retrouve à tourner les pages avec impatience, désireux de comprendre comment elle en arrive à cette situation. Si vous êtes en quête d'un thriller psychologique qui ne laisse pas indifférent, Le fruit de ma chair est sans aucun doute une lecture à ne pas manquer. Fleur Meuron a su tisser une histoire qui interroge et captive, faisant de ce livre un véritable page-turner. Et voilà pour ce challenge Petit Mois, Petite Lecture. Le bilan, un abandon, 11 lectures et 2 livres que je n'ai pas eu le temps de lire sur les 14 que j'avais prévus. On est plutôt pas mal. Suite à ma visite aux journées de la BD à Céris, j'ai fait l'acquisition en plus, de 2 BD que je me suis empressée de lire. Est-ce qu'en trichant un peu, on peut les rajouter à mon challenge et dire que j'ai bien lu 13 livres sur 14 au moins ? Allez, on va dire que oui. De toute façon, c'est moi qui décide. Nous en sommes donc sur une réussite plutôt bien réussie de ce challenge et un vidage de balle digne de ce nom. Et du coup, mes BD, de quoi parle-t-elle ? Alors, c'est le petit bonus de la chronique de lecture de ce mois de février. J'ai lu en BD L'esprit de Lewis, acte 1 et acte 2, de Santini et Richerand. Je me suis offert ces 2 BD aux journées de la BD à Céris, 19e édition déjà. Alors, en résumé, donc, je vous fais le résumé que du tome 1, vous vous doutez bien, je ne vais pas vous spoiler le tome 2. Donc, L'esprit de Lewis, acte 1. Lewis Pharamond est un jeune écrivain en plein deuil. Bouleversé par la mort récente de sa mère, il traverse l'Angleterre pour s'installer à Childwick-Bury, le manoir de son enfance, où il espère pouvoir écrire son premier roman d'inspiration gothique. Mais hanté par le chagrin, il n'arrive pas à écrire une ligne. Bientôt, des phénomènes étranges se produisent, et une nuit, la responsable de ces événements apparaît.
Elle se nomme Sarah, fantôme d'une Française à la beauté remarquable. Au fil des jours, Lewis et Sarah apprennent à se connaître et en échange d'une promesse d'amour éternel, le fantôme offre au jeune homme le don de l'écriture. Un acte qui ne sera pas sans conséquence pour Lewis. Ainsi débute une descente aux enfers qui mènera Lewis bien au-delà de tout ce que le lecteur peut imaginer. Alors pour mon avis, j'ai été véritablement enchantée par l'esprit de Lewis. Les dessins et les couleurs sont tout simplement magnifiques, créant une atmosphère immersive qui m'a captivée dès les premières pages. L'intrigue est fascinante et m'a rappelé certains éléments de mon propre roman Paranormal Détective, ce qui a rendu ma lecture encore plus personnelle. J'ai dévoré les 2 tomes en un week-end, et bien que le 2e tome est un peu moins marqué, le 1er tome m'a laissé une impression durable. Les scènes du cabinet de curiosité et de la bibliothèque sont particulièrement mémorables, avec des illustrations qui m'ont émerveillée. Une expérience inoubliable a été également ma rencontre avec l'illustrateur Richeran lors de la séance de dédicace. Il m'a offert 2 dédicaces magnifiques et a pris le temps de répondre à mes questions sur ses inspirations artistiques, ce qui a enrichi ma compréhension de son travail. En plus des cadres classiques de la bande dessinée, j'ai adoré les doubles pages qui permettent une immersion totale dans ce vieux manoir rempli de mystères. C'est un véritable régal pour les yeux et l'esprit. Je ne peux que vous recommander de découvrir cette œuvre. Passons maintenant à la chronique d'écriture. Dans cette chronique, nous allons évoquer les recherches insolites faites sur Internet pour mes romans, mon roman en cours et celui que j'ai terminé l'année dernière, en fin d'année dernière. Qui dit inventer une histoire dit effectuer des recherches pour préparer son monde, son intrigue, ou vérifier les cohérences, les éléments qui doivent rester le plus vraisemblable possible. Alors, que pensez-vous que j'ai fait comme recherches, les plus insolites, pour écrire mes romans ? Pas d'idée ? Ok, alors suivez-moi sur le net pour que je puisse vous dévoiler les 2 sujets les plus particuliers sur lesquels j'ai fait des recherches pour mes 2 projets en cours. Pour mon roman Paranormal Détective, comme nous étions dans un cosy mystery avec un fantôme, il y avait une enquête et donc un meurtre à résoudre. En croisant les doigts pour que la police ne s'inquiète pas de mes demandes, j'ai fait des recherches sur les modes d'empoisonnement, surtout sur un poison qui pourrait s'infuser, entre guillemets, dans du thé sans que la victime ne puisse s'en rendre compte. Tout d'abord, j'ai repensé au roman d'Agatha Christie, où le poison est le moyen le plus utilisé, puis j'ai cherché sur le net. J'ai donc récupéré une page de carnet, de listes de poisons possibles, le meilleur moyen de les administrer et les effets possibles. Je vous promets, il n'y a rien de louche là-dedans, c'était vraiment pour mon roman. Dès que j'avais ces éléments, je n'avais plus qu'à mettre en scène le meurtre de mon personnage. Alors je sais que c'est particulier comme recherche, mais promis, il n'y a que mes personnages qui en ont fait les frais. Pour ce roman également, Paranormal Détective, j'ai aussi fait des recherches parce que j'avais besoin d'un indice irréfutable pour prouver la culpabilité de mon meurtrier, et j'avais pensé à une sorte de pointeuse qui répertorierait les allées et venues de mon personnage. En faisant mes recherches, ne sachant pas trop en fait à quelle époque j'allais situer mon roman, j'ai découvert que la pointeuse existait depuis 1888 et que les badgeuses avaient fait leur apparition entre les années 70 et 80. Passionnant, n'est-il pas ? Je vous en dirai pas plus, parce que je vais pas vous dévoiler tout mon roman, et ce pourquoi cet indice était important. Mais c'était vraiment très intéressant, et ça m'a appris un peu l'histoire des badgeuses. Voilà, c'est super passionnant. Pour mon projet en cours d'écriture, qui est une fantaisie située entre sorcellerie et piraterie, je me suis intéressée aux rituels des pirates avec leurs morts. Pour une scène funeste dans mon récit, j'avais besoin d'enterrer une personne. Celle-ci, appartenant à la piraterie, je me suis lancée dans la recherche des rituels des marins et des pirates. Saviez-vous par exemple que chez les marins, le corps du mort était cousu dans un linceul lesté généralement en toile à voile, et que lorsque l'enterrement était terminé, la mère pouvait se mettre en colère parce qu'on lui avait volé sa proie, et donc, afin de l'apaiser, on lui envoyait une couronne de fleurs au nom du défunt.
Je me suis également intéressée aux superstitions sur un bateau et j'ai découvert que les marins montrent peu de sympathie envers l'albatros car il est réputé annoncer le mauvais temps et les tempêtes lorsqu'il se pose sur l'eau. Ou, par exemple, le goéland qui représente l'âme d'un mort. Il abrite l'âme d'un noyé dont on n'a jamais retrouvé le corps. Il ne faut donc pas toucher au goéland pour ne pas léser le pauvre mort. Bref, que de sujets passionnants ai-je découvert lors de mes recherches. Je pense qu'avec le premier jet, c'est une des parties de l'écriture que je préfère. Passons maintenant à notre troisième partie du podcast, la chronique, mais pas que. Alors, j'ai décidé de vous parler ce mois-ci de mes passions, ou plutôt lubies, du moment. La première lubie que j'ai eue l'année dernière, depuis l'été dernier, c'est la création de pochettes à livres en tissu, qui est un cadeau que j'ai offert à presque tout mon entourage pour Noël. Je suis sûre qu'ils ont été ravis. J'ai trouvé plein de modèles sur Pinterest, qui est un site, une application avec une source génialissime d'inspiration. Et je me suis mise à coudre de très très nombreuses pochettes, petit format, grand format, avec 2 tissus différents, un pour faire l'extérieur, un pour faire l'intérieur. J'ai galéré les premiers temps pour retourner mes tissus, mais au final, après, j'ai trouvé une technique et ça allait beaucoup mieux. Ensuite, je me suis lancée aussi dans la construction de maquettes de lieux ou de scènes en miniature, style Booknote, si vous connaissez. Mais les miens viennent de chez Action. Il y a une librairie, un bureau d'écrivain, un mini salon de thé, et le tout pour des petits prix entre 9 et 16 €. Autant vous dire que j'allais pas me laisser... je pouvais que me laisser tenter. Et pour commencer, pour être bien sûr que je maîtrisais ce type de maquette, c'était pas mal. Et puis quand je serai plus douée, je pense que je m'offrirai un Booknote. Mais ça vaut son pesant en cacahuètes. Je crois que ça vaut entre 70 et 90 € selon la pièce qu'on prend. Donc autant dire qu'on va continuer à s'entraîner sur des petites maquettes Action. C'est toujours ça. Ensuite, j'aurais peut-être dû parler de ça en premier parce que j'ai commencé pour de vrai en janvier 2024, la conception d'un reading journal en mode scrapbooking. Et ouais. Et là, depuis le mois de février, je me suis lancée dans la conception de petits cadres pour décorer ma bibliothèque avec un fond scrapbooké. Toutes mes fournitures, stickers, papier, washing tapes, colle, cadres, je les ai quasi toutes trouvées chez Action pour un prix plus que raisonnable. Je me suis mise à faire ces petits cadres après la visualisation d'une story ou d'un réel sur Instagram où une personne avait pris un cadre, avait fait un fond scrapbooké et avait noté 2024 comme année sur son cadre. Et à l'intérieur, il y avait plein de petits livres. Donc c'était un cadre épais. Une sorte de mini boîte sous forme de cadre, et à l'intérieur elle avait mis ses livres. En fait, c'est tous ces livres lus en 2024, elle les avait mis en miniature, et en fait ça faisait un peu comme les boules à neige. Quand vous secouiez le cadre, et les petits livres ils bougeaient avec les mouvements. Donc ça m'a donné l'idée de fabriquer des petits cadres. Alors j'ai pas fait les petits cadres avec les petits livres parce que j'arrive pas à trouver de bons modèles pour pouvoir faire les couvertures. Mais je me suis fait des petits cadres en scrapbooking et dans ma bibliothèque, franchement, ça pète. Voilà. Bon voilà, je vous ai parlé de mes autres passions en dehors de l'écriture et de la lecture. J'aime créer des choses, des histoires, mais aussi des objets de déco, et ça m'aide tellement à m'évader que je ne suis pas prête de m'arrêter. Passons maintenant à la dernière chronique de ce podcast, qui est la petite question du jour. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis posé une question. Si vous pouviez dîner ou faire une activité avec une personnalité célèbre, vivante ou décédée, ou un de vos personnages de films, séries ou romans préférés, qui choisiriez-vous
Et pourquoi ? Alors, de mon côté, je serais ravie de prendre le thé avec Agatha Christie, Hercule Poirot et Miss Marple. Je suis sûre que j'en apprendrai encore plus sur les poisons. D'écouter Sherlock Holmes jouer du violon et lire le journal avec le Dr Watson. Faire une planque avec Véronica Mars, qui est une série des années 2000 interprétée par Kristen Hannibal, si vous ne connaissez pas. C'est une série géniale qui se passe dans un lycée avec une jeune lycéenne qui mène des enquêtes et dont le papa est détective, donc ça aide. J'irai visiter San Francisco avec Armstead Maupin, rencontrer Madame Madrigal, l'un de ses personnages phares, et les habitants de sa grande maison. C'est l'auteur, pour ceux qui ne le savent pas, des Chroniques de San Francisco en plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 3 ou 4 ou 5, je sais plus. Pour ceux qui souhaiteraient découvrir, j'ai adoré. C'est une série que j'ai vraiment dévorée quand elle est sortie. J'irai aussi, pourquoi pas, découvrir la Nouvelle-Orléans et ses légendes aux côtés d'Anne Rice, qui est l'autrice des histoires sur Lestat le vampire ou les sorcières de la famille Mayfair, que j'ai dévoré quand j'étais au lycée. Vraiment, je les ai quasiment tous dans la bibliothèque. Je les ai lus les uns après les autres. J'irai aussi me balader à Belleville, qui est un quartier parisien pour ceux qui ne le savent pas, partager un couscous avec la famille Malocène et leur auteur Daniel Pénac. La famille Malocène, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de livres dont notamment le titre Au bonheur des ogres ou La fée Carabine et bien d'autres, qui racontent les aventures de cette famille Malocène, écrite par Daniel Pénac et que j'ai adoré. J'ai lu tous les romans de la famille Malocène et je crois qu'il a sorti un dernier tome en fin d'année dernière qui parle, alors ce serait peut-être un spin-off ou un préquel, je ne sais pas, d'un personnage particulier qu'on découvre dans le dernier tome de la famille Malocène, et là il a un tome entièrement consacré à ce personnage que je n'ai pas encore été découvrir, peut-être un jour. J'irai pourquoi pas aussi en Suède pour mener une enquête aux côtés d'Erika Falk, Patrick Edstrom et leur autrice Camilla Lackberg. Si vous ne connaissez pas, ce sont les personnages principaux de la série de livres dont les titres sont La Princesse des Glaces, Le Prédicateur et quelques autres entre autres. Je les ai, je crois, tous lus. Il m'en manque peut-être juste un ou deux. Il faudrait que je vérifie. J'aimerais bien aussi goûter aux tourtes à la viande du Yorkshire en compagnie de Julia Chapman, Samson O'Brien et Delilah Metcalfe. Julia Chapman, c'est l'autrice des Détectives du Yorkshire, dont on vous a parlé dans l'épisode du book club sur le Cozy Mystery, qui est une série dont il ne manque que le dernier tome, le 10e et dernier tome. Après, il n'y en aura plus. Je me laisse un peu savourer avant de me plonger dans le dernier tome. Et pour finir, pourquoi pas ne pas partir à la rencontre des extraterrestres avec Mulder et Scully, de la série X-Files, bien entendu, que j'ai regardée adolescente. Et voilà, je vous ai fait un peu le débrief des personnages que j'aimais bien et des auteurs que j'aimerais bien rencontrer. Et vous, quels seraient les personnalités ou les personnages avec qui vous aimeriez passer du temps ? Dites-moi tout en m'écrivant à ducappuccino-et-des-livres@gmail.com. Alors, en résumé de cet épisode, parce que nous arrivons déjà à la fin, je vous ai fait la chronique de lecture de mes 2 livres lus et mes 2 BD lus, ainsi que mon abandon de lecture. Je vous ai fait la chronique d'écriture sur mes recherches les plus insolites ou en tout cas particulières pour nourrir mes histoires. La chronique, mais pas que, sur mes autres passions en dehors de l'écriture. Et pour finir, la petite question du jour qui portait sur les personnalités et personnages que j'aimerais rencontrer pour de vrai si c'était possible. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu et que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists de livres ou de séries à regarder, mais pas que. Bon,
Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me suivre sur ma page Instagram @jess-angel ou m'envoyer un mail à ducappuccinoetdeslivres@gmail.com. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter mensuelle en vous rendant sur le site d'hébergement du podcast, podcast.ocha.co/ducappuccinoetdeslivres. En cliquant simplement sur s'abonner, je vous y annonce l'arrivée des nouveaux épisodes et des sujets du mois abordés dans les grandes lignes. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.